Salut à tous, bienvenue dans ce troisième épisode de First... Attends. Quoi? Bah ça s'est fini comment avec la feuille possédée? Bah je suis sorti, elle m'a poursuivi et il a commencé à pleuvoir. Et donc du coup, la feuille était mouillée et elle pouvait plus rien faire. Ça paraît logique. Ah non pas du tout, elle a glissé sur une peau de banane. Ah. Ouais, c'était vraiment un scénario de merde. Le premier manga d'aujourd'hui est un bouquin des éditions Bambou paru en 2015. Mais si, tu sais, les éditions Bambou là! Bamboula, Champ de Coton, tout ça. Lilian, est-ce que tu trouves ça drôle? Je prends ça pour un oui. Appa est une jeune fille de 12 ans qui a trouvé sa place dans un village de pêcheurs en attirant les monstres marins sur le rivage. On peut donc dire qu'Appa est un appât. Mais Bambou là! Un jour, son père adoptif meurt en lui révélant qu'elle n'est pas sa fille biologique, et ça paraissait assez évident. Parce que bon, je suis pas raciste, mais il y a un truc dans le faciès du père qui cloche, non? Et parallèlement, elle sauve un dragon sur le point de se noyer, et pour cette raison, ils sont tous les deux liés jusqu'à la mort. Elle baptise le dragon Boule de Poil, et elle décide de partir à l'aventure avec lui, poussée par son défunt père. On est face à un premier tome classique qui a pour but d'introduire les personnages et l'univers tels qu'ils étaient avant que la série commence. Et en pratique, ça nous donne une petite aventure sur une île qu'Appa connaît, pour introduire les talents de son dragon, et finalement la faire quitter son village à la fin du tome. Et puis ça donne aussi le ton, très enfantin et débile, et on le sent bien dans certaines situations, qui gagneraient à être plus sérieuses. Mais heureusement, certaines scènes sont sobres, et elles font bien de l'être. Je vois difficilement la veillée funèbre du père d'Appa se transformer en spectacle comique par exemple. Elle est bien telle qu'elle est, sobre et presque émouvante. Et comme si ça ne suffisait pas, le dessin participe aussi à cette ambiance humoristique un peu nulle. Bon, je suis pas trop d'accord pour dire que le style graphique est un indicateur suffisant pour définir la cible d'un bouquin. Mais ici, on sent quand même bien que c'est destiné aux enfants. Et puis il y a des détails qui dédramatisent des situations qui pourraient être classes ou sérieuses, mais qui du coup ne le sont pas du tout. Comme par exemple ce poisson mort au regard ridicule, ou ce cher monstre à l'anus visible. Comment j'en suis arrivé là? Mais heureusement, il est possible de passer outre ce caractère enfantin. Et quand on arrive à voir plus loin, eh ben, y a quelques idées intéressantes qui commencent à se dessiner. Ah ouais, dessiner, manga, encore un jeu de mauvais œuf quoi. Qu'on lui coupe la tête! Ah mais attendez, mais c'était pas voulu, c'était... C'est bon? Ils sont partis? Dans ce premier tome, on a par exemple le droit à un jeu sur les échelles avec les différentes créatures. Allez! Parce qu'effectivement, même si c'est les premiers pas d'Appa dans le monde, les deux auteurs ont pas lésiné sur le spectaculaire, avec des monstres de plus en plus grands, qui dominent leurs petits semblables et sont dominés par plus gros qu'eux. Dans un sens, on peut retrouver un peu de Men in Black dans cette idée, parce que c'est un exemple incontournable quand il s'agit de jouer avec les échelles, même si oui, c'est à un tout autre niveau. Un niveau universel. Rien que ça. Je sais pas si c'est une référence, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y en a d'autres, très discrètes, cachées derrière une phrase, un jeu de mots ou un titre. Et puis il y a aussi des inspirations, qu'on appelle également « La putain de sa race, le style graphique de mes aînés s'est gravé dans ma mémoire génétique !» L'exemple le plus probant que j'ai en stock, ce sont les expressions de certains personnages, généralement en arrière-plan. Ça me fait vachement penser à du Calvin et Hobbes, une BD qu'elle est bien et qu'elle est très cynique. Enfin je dis ça, mais j'ai dû en lire une 30aine de pages à tout péter. Et dans une dimension totalement personnelle et subjective, j'ai l'impression de retrouver dans cette série un nouveau manga Dofus. Ou en tout cas, c'est ce que je pensais y trouver, pour plusieurs raisons. D'abord, le style graphique pétillant qui nous pousse à visualiser ce monde riche tout en couleurs, alors que c'est en noir et blanc. Ensuite, ce bestiaire qui s'annonce immense. Entre peuplades anthropomorphes, civilisations primitives et monstres croisés, y a de quoi faire. On retrouve même des références et des détournements dans le titre des chapitres, comme le fait également le manga Dofus. Et puis même, je sais pas, avec cette couverture et cette quatrième de couverture, j'attendais vraiment un bouquin de la même trempe. Mais j'ai été déçu. En termes d'univers, je n'ai rien à reprocher à Appa. Il se construit, se montre et s'annonce coloré, mais le comportement de ses personnages est agaçant. L'idée même de tension n'existe pas, et là où Dofus faisait dans l'absurde et savait s'arrêter quand il le fallait, même si ça se discute avec les derniers tomes,
Appa fait dans l'humour stupide qui fonctionne rarement et déborde parfois sur le dramatique. Du coup, dès les premières pages, c'était une désillusion. Je m'attendais vraiment à ressortir de la lecture avec un sale goût dans la bouche. Et je ne parle pas de sperme, mais heureusement, le niveau est remonté en cours de route. Et je suis ressorti de la lecture moins déçu que ce que je pensais. Et j'ai de l'espoir que cette série s'assombrisse avec le temps et des enjeux précisés, tout en restant un hymne au rêve très coloré. Ah au fait, Appa fait partie de la collection Bambou au carré. Rien à voir avec des noirs qui font des maths, c'est juste une collection qui propose pour le moment 2 séries, dont Appa sous 2 formats différents, manga et bande dessinée. Chaque édition reprend les codes de son format respectif, et justement, j'en suis venu à me poser la question suivante. Qu'est-ce qui fait qu'un manga est un manga? Hein, Jamy? Eh bien, c'est très simple. Pour connaître ma réponse, il va falloir cliquer ici pour accéder à ce bonus. Et en attendant, je vais vous lire un poème de Paul Éluard. Le sablier compte fil. La rose, le cœur dans un champ, de fleurs, de givre. La lampe qui boit la lumière. L'autre jour, celui-ci, le fond d'un verre. De belles variétés de... Vous voyez, ce bouquin est le parfait exemple de manga vers lequel je me suis tourné seulement pour sa couverture. Regardez-moi ça, cette colorisation soignée et précise, cette sensation au toucher, et... oh, cette odeur, mais sentez-moi ça, c'est divin. Ça vaut le PQ? Non, rien ne vaut le PQ. Je vais vous en apprendre une bonne. En fait, toutes les créatures mythologiques, légendaires et folkloriques imaginées par l'homme existent vraiment. Encore plus étonnant, elles sont cachées à la population civile dans un 51e état des États-Unis, qu'on appelle Area 51. Je parie que ça vous en bouche un coin, pas vrai Billy? Oui. Certains humains y vivent également, ayant quitté la société civile pour une raison ou une autre. C'est notamment le cas de Tokuko Magoi, une détective privée un peu tête brûlée, dont on suit les aventures en territoire restreint. Tout ça laissait présager un bon petit shonen neketsu. Eh bien non. Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est pas un shonen. Pour la petite histoire d'ailleurs, j'ai repéré ce manga dans un supermarché, mais j'ai voulu l'acheter dans une enseigne spécialisée. Oui, sauf qu'il était pas rangé avec les shonen, mais avec les seinen. Oui, on parle bien des mangas destinés aux jeunes hommes et adultes, soit un public plus mature. Quoi qu'il en soit, j'en attends basiquement plus d'un seinen que d'un shonen. Même si oui, les shonen au scénario complexe et au message profond sont légion. Eh ben je vous le dis d'emblée, au fil de ma lecture, j'ai été de désillusion en désillusion. Rien qu'au niveau de la narration déjà, c'est d'un cliché, c'est presque de mauvais goût. Ou alors ça a un goût de merde, je sais plus trop. Vous savez, ce joker de la narration utilisé pour lancer une histoire? Non? Ça vous dit rien? Bon bah je vais vous mettre en situation. Je parie que vous aimeriez bien savoir comment j'en suis arrivé là. Eh bien, comme à mon habitude, j'étais en train de débusquer des chats pour un rituel satanique millénaire, tout ce qu'il y a de plus classique. Et puis il y a Michel, ou Michou comme on l'appelle, qui est venu sonner. Alors évidemment, je lui ai ouvert parce qu'il est sympa le Michou. On a discuté un peu du bon vieux temps et on s'est dit que la chute de cette vidéo était franchement sympa, contrairement à cette mise en scène qui n'a aucune finalité et aucun intérêt. On peut dire que parfois, le patron il a de sacrées idées de merde. Bon, je pense que vous avez saisi l'idée. Maintenant, voici quelques-uns des aspects qui me gênent dans cette narration. Pourquoi est-ce que tu parles toute seule tout en pensant t'adresser à quelqu'un? À qui est-ce que tu penses t'adresser? Et le 4e mur dans tout ça? T'es ni charpentière ni portugaise. On détruit pas des murs comme ça. Le 4e mur est la limite qui sépare une fiction du spectateur. Des personnages ou des entités qui ont conscience d'être dans une fiction et le montrent en ayant un lien plus ou moins direct avec le spectateur, brisent donc ce 4e mur. Soit tu as une bonne raison de faire ça et tu le fais bien, soit tu le fais pas, c'est tout. Et dans un genre similaire, il y a Kishiro, un kappa issu du folklore japonais. Et vous savez quelle est sa principale fonction? Être nouveau dans le coin. Et du coup, évidemment, l'héroïne lui explique tout, pour également tout expliquer au lecteur, dans une grande finesse. Regarde, je suis fin. J'ai rien contre ce procédé en soi, c'est une facilité que j'accepte. Mais là, c'est carrément grillé, et c'est pas un problème narratif isolé, donc ça passe pas. Et au-delà de ces maladresses, on retrouve plusieurs situations typiquement shonen. Par exemple, l'héroïne maladroite qui fout le bordel partout et s'en sort toujours sans représailles ou réelle menace aux trousses. Je crois qu'elle est trop insouciante pour une héroïne de seinen. Ou alors, les personnages qui gravitent autour d'elle sont exagérément indulgents. Autre élément sans rapport et pourtant très shonen, les scènes d'action abusées. Quand ça vient de créatures légendaires, ça me dérange pas, sauf que là c'est Tokuko, simple humaine, qui fait des trucs de dingue. Comme tirer sur la partie aiguisée d'une épée pour couper la balle en deux et atteindre 2 cibles à la fois. Zoro qui coupe une crotte de nez dans One Piece, c'est presque plus crédible.
Mais enfin bon, avec tout ça, j'ai toujours pas parlé de l'aspect mythologique du bousin. Déjà, j'aimerais bien savoir ce que des divinités uniques foutent avec des créatures imaginaires en tant qu'espèces, et donc multiples. Mais enfin, admettons que les dieux en aient marre de titiller les humains de leur résidence divine là, et qu'ils décident de passer des vacances à Area 51. Admettons. Et bah, c'est plutôt cool de ce côté-là. C'est un bon guide quant aux mythologies et légendes du monde, et c'est pas difficile de sortir cultivé de la lecture de ce manga. Et je lui donne un point bonus pour l'assouvissement du fantasme qu'on a tous eu un jour de voir des légendes s'animer. Mais enfin bon, elles s'animent mais pas seulement, puisque l'auteur a une façon un peu personnelle d'assouvir ce fantasme. En... le détruisant ? Votre enfance sera par exemple ruinée par ce roi Arthur complètement fou et meurtrier, et pour ces dames nous avons même un vampire esclavagiste qui prostitue ses victimes. On est loin de Twilight, désolé. Ça soulève d'ailleurs un problème que je crains de voir arriver trop vite. Comme le manga se présente comme une vitrine des mythes et légendes, il risque de présenter une nouvelle créature à chaque chapitre. Et aussi de faire l'erreur de délaisser une créature ou une espèce une fois qu'on l'a vue dans un seul chapitre. On verra ce que l'avenir nous réserve, mais je m'y attends vraiment, et j'espère me tromper. En termes de graphisme, eh bah, c'est vachement sympa. Le trait est assez fin et effacé, entraînant une forte opposition entre le noir et le blanc, sans autre nuance de gris, ou rarement. Sauf que ça joue parfois sur la clarté des événements. On comprend pas toujours tout du premier coup d'œil. Et puis certains physiques sont déformés, les humains ne semblent pas vraiment être le point fort de l'auteur. Et puis je vais encore en remettre une couche, mais ce trait effacé contribue à une censure. Peut-être une auto-censure. Comme ces prostituées qu'on voit nues et dont on ne voit pourtant rien. Et bah ça renforce un peu plus l'idée que Area 51 a bien un pied dans le seinen, mais un pied pas vraiment assumé. Et puis 2 ou 3 paires de seins visibles ne gâchent rien. C'est d'ailleurs quelque chose qui est ressorti de ma lecture, c'est parfois un peu gore et inattendu dans la résolution des affaires. Sauf qu'on dirait que le manga nous dit « Eh, t'as vu je suis trop subversif, t'as vu? Je monte des enfants drogués asservis. Je suis trop subversif, t'as vu ?» Et ça donne clairement l'impression qu'il veut prouver que c'est un seinen, mais cette tentative est réduite à néant par des pincettes prises ailleurs. Bon, et puis côté édition, je vous le disais, c'est très bon. La couverture est magnifique et l'illustration est très bien choisie. Encore heureux d'ailleurs, ça veut dire que ça donne envie, et c'est un peu le but. C'est édité en France chez Casterman, et c'est de bonne facture. Et c'est d'autant plus normal qu'on n'est pas face à un petit éditeur là. Bref, il va bien falloir que je donne un avis clair sur ce bouquin. Certaines ficelles scénaristiques sont assez faciles et mériteraient d'être plus développées, quand d'autres sont carrément énormes et incohérentes. J'aimerais notamment savoir comment des mafieux et des yakuza arrivent à se taper l'incruste dans un endroit caché au monde par les gouvernements. Mais enfin encore une fois, admettons. J'arrête pas d'admettre, ça commence à être fatigant tout ça. Et puis Area 51 en tant que tel est pas vraiment développé, alors que c'est quand même une ville destinée à des créatures fantastiques. Doit y avoir des tas de petits secrets cool à son propos. Mais ça viendra avec le temps, alors encore une fois, admettons. Même si la seule chose que j'admets, c'est que j'ai le cul entre deux chaises. Depuis tout à l'heure, je descends ce manga, je pointe chacune de ses imperfections. Mais au fond, je l'aime bien. C'était un peu comme quand tu tirais les couettes de la fille que t'aimais bien à l'école. C'était pour cacher que tu l'appréciais. Arrête de mentir, on l'a tous fait. Concrètement, le manga est construit comme un slice of life. Les personnages vivent des aventures indépendantes les unes des autres, mais qui ont l'air de se suivre. Et ils évoluent tandis qu'une trame de fond se dessine peu à peu. Le bousin se voit un peu comme un manga d'enquête, mais il vaut mieux le suivre pour la découverte de mythes plutôt que pour cet aspect. Parce que les enquêtes sont trop ancrées dans cette tendance imprévisible et fantastique pour faire participer le lecteur en temps réel. Mais justement, j'ai toujours été fasciné par les créatures légendaires façonnées par l'homme et le bouche à oreille, sans me renseigner plus. Et je vois en ce manga un moyen de pallier à ma flemme de me renseigner par mes propres moyens. Alors oui, il est plein de défauts. Parfois incohérent, parfois dessiné maladroitement, parfois mal raconté, mais bordel que ce manga m'intéresse. D'autant que la fin du premier tome est ultra classe, ça relance l'intérêt si jamais il s'était perdu en route. C'est mon plaisir coupable et ça pourrait également devenir le vôtre si vous aimez assez la mythologie pour faire abstraction de ses défauts. Sinon, vous pouvez rester dans votre monde chiant, les deux pieds sur terre. Moi, je préfère avoir la tête dans les nuages. Oh, je m'émeus presque. Oh, je suis un poète dans l'âme. Billy, passe-moi le PQ, faut que je finisse ce que j'ai commencé. Le dernier manga d'aujourd'hui est paru dans son pays d'origine en 2001. Ah, 2001. L'année où Wikipédia a lancé sa première édition, l'intégration de la Grèce dans la zone euro, la sortie du Game Boy Advance, mais surtout, les attentats. C'était ce qui se faisait de meilleur à l'époque. Et d'ailleurs, j'avais même un ami extrémiste Hop, 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 hop. Quoi? Vous deux avec moi. Non, allez. ah. Seul survivant d'une mission de sauvetage, Guy, militaire professionnel,
est utilisé comme cobaye d'une expérience douteuse. Attends, Guy, y a vraiment des parents qui appellent leurs gosses comme ça? Et en Asie en plus? Et donc, on lui implante une puce dans le cerveau pour en faire le soldat parfait. Mais ça réduit son espérance de vie. Puis 3 ans passent, il a tout oublié. Mais sa puce s'active lors d'un braquage de bijouterie dont il est l'une des victimes. Du coup, il part en quête de vérité et de coupable sur qui taper, tandis que Judy, son ancienne supérieure, se lance à sa poursuite. Pour couronner le tout, un poison amoindrit peu à peu ses capacités surhumaines, et pourrait le contraindre à terme à se rendre. Eh bien déjà, on peut dire que ce manga est ponctué de stéréotypes quant au monde militaire. D'abord, et vous l'aurez probablement compris, on part sur un postulat d'utopie militaire classique. Ils n'apprendront donc jamais. Et puis les soldats aiment bien s'adonner à l'humour, histoire de dédramatiser un peu pour oublier qu'ils pourraient mourir à tout moment. Sans oublier évidemment les personnages typés, comme celui du professeur fou qui passe son temps à rire et me tape sur le système, ou encore Judy, en parfaite figure du soldat haut gradé corrompu. Mais les archétypes ne me posent aucun problème, sauf quand ça commence à affecter la base même du récit. Oui, parce que Guy, le protagoniste, est l'incarnation même du héros sans personnalité. Un bon soldat, mais vide de caractéristiques humaines et de véritables opinions ou spécificités. Et si seulement ça s'arrêtait là? Mais ce n'est pas le cas parce que, comme dirait ma mamie, il y a une couille dans le potage. Pour préciser un peu ce que je disais auparavant, le but de cette fausse mission dans la jungle était de sélectionner le meilleur soldat, dans la personne du dernier survivant, pour effectuer ces fameuses expériences d'amélioration. Jusqu'ici, rien d'anormal, sauf qu'à plusieurs reprises, Guy survit par pure chance, ou parce que l'un de ses coéquipiers lui sauve la mise. Dans ce cas, ça voudrait dire qu'être le meilleur implique d'être chanceux. Mais même en admettant ça, ça tient pas debout. Parce que Judy tape un peu la discute avec lui lorsque plus tard, elle essaye de le tuer, et elle lui reproche un manque d'attention en tant que soldat. C'était donc clairement pas l'homme idéal pour ce projet, mais surtout il avait pas sa place parmi les hommes d'élite qui ont été choisis parmi cette présélection. J'ai vraiment eu beaucoup de mal à voir plus loin que cette incohérence capitale pendant ma lecture, mais heureusement, tout n'est pas acheté. Bon, graphiquement, on peut pas vraiment dire que ce soit magnifique. C'est assez particulier, et ça manque surtout de régularité, puisqu'un personnage peut changer de physique d'une page à l'autre, et se retrouver parfois vraiment avec de drôles de têtes. Mais quand même, faut reconnaître que c'est pas moche. En tout cas pour ce qui est des décors, des armes et des véhicules, qui ont quand même de la gueule. Et puis le découpage est réussi, il suffit de voir la première partie dans la jungle, où la tension est presque palpable. Même si oui, il y a parfois quelques bavures. Comme des trames de points qui dépassent et détournent mal un personnage. Mais c'est discret face au récit de mise en scène. Bref, ce manga est... Attends, t'oublies pas quelque chose? Quoi? L'auteur, l'édition, tout ça? Ah oui, c'est vrai. Bon, en réalité, ce n'est pas un manga. Tiens, prends ce billet, et merci de m'avoir fourni une transition en or. Bon, en réalité, ce n'est pas un manga, mais un manhwa de Lee Tae-hang, dont c'est le seul projet notable. Pour ceux qui l'ignorent, les manhwas sont coréens et non pas japonais. Mais on s'en branle parce que c'est juste une question de prononciation qui varie d'une langue à l'autre. Et donc, pour cette édition française, on a le plaisir d'être dans un sens de lecture occidental, qui implique quelques bourdes d'édition, comme des bulles de texte mal placées. Encore une fois, c'est rare, mais c'en est pas moins impardonnable. Mais enfin, ça n'empêche pas que l'ensemble donne envie, avec cette très jolie couverture présentant notamment 2 arguments particulièrement percutants. Dommage que ce soit pas aussi bien dessiné à l'intérieur. Bref, ce manga n'est clairement pas un indispensable, mais c'est une série en seulement 3 tomes, donc ça peut passer le temps pour pas cher. Mais pour ça, faudrait déjà le trouver ce manga. Qu'est-ce que tu veux dire? Oh, rien, mis à part que la publication a été annulée en France. Les éditions Soleil ont en 2005 entrepris d'importer les manhwas en France, mais au bout de même pas 2 ans, elle a annulé tous les mangas de ce label. Le public français était visiblement encore trop frileux quant aux mangas coréens. Certaines séries de ce label ont eu la chance d'être publiées jusqu'à leur dernier tome, mais ce n'est pas le cas de Warrior, puisque seul le premier tome est publié chez nous. Quand j'y pense d'ailleurs, ça fait de moi un privilégié. Et ce bouquin peut peut-être me rapporter pas mal de thunes. Il faut que j'en ai le cœur net. Billy? Oui? Non, rien.